Je suis Sophie Moukenstürm et j'ai réalisé mon stage de fin d'études dans le cadre de mon master gestion des catastrophes et des risques naturels à l'université Paul Valéry de Montpellier, aux côtés de Thierry Alignan, chargé de mission risques majeurs. On a décidé de faire ce podcast parce que l'implication des enfants et le milieu scolaire dans la diffusion de la culture du risque, c'est un levier particulièrement efficace de sensibilisation, beaucoup plus durable par exemple que des campagnes d'information classiques. Et aujourd'hui, on va vous présenter un podcast réalisé avec les élèves de l'école de Saint-Jean-de-Buège. Après leur avoir fait découvrir ce qu'étaient les risques majeurs, les risques naturels, on a décidé de travailler avec eux sur la mémoire du risque, et donc la mémoire du risque inondation en l'occurrence, en parlant de la crue de 1907. Les élèves de l'école de Saint-Jean-de-Buège, avec leur instituteur Christophe Vidal, sont partis à la rencontre de Françoise, habitante de la commune, Gilles et Laurent, anciens maires et maires actuels de Saint-Jean-de-Buège, et aussi Anaïs, chargée de mission inondation au syndicat de bassin du fleuve Hérault. Et on vous laisse écouter ça. Ce qu'on va faire, donc il y a une partie de la classe qui va partir avec Anaïs et moi, on va aller dans le village. Donc je vous ai fait des petites cartes, des petits plans où on va aller chercher les repères de crues. Est-ce que ça vous parle, les repères de crues? Donc on va aller essayer de trouver leurs traces dans tout le village. Pendant ce temps, l'autre partie de la classe discutera avec Gilles et avec Françoise. Donc vous avez préparé des questions avec le maître, donc il va falloir que vous leur posiez les questions, puis vous leur racontez comment ils ont vécu. Alors la crue de 1907, c'est trop vieux pour l'avoir vécu directement. Tu étais toi, François? Mais il y a des petites histoires de ce qui a été raconté par les anciens, les parents, les grands-parents qui l'ont vécu. Voilà, donc est-ce que ça vous va comme programme? Vous savez qu'on a fait une série de questions pour les maires ou anciens maires. Rappelez de ça, qu'on a élargi sur leur rôle, leurs compétences, etc. Et après, on a fait des questions plus spécifiques pour les gens qui ont vécu, alors pas l'inondation de 1907, mais qui ont des choses à nous raconter de 1907, qui ont des choses à nous raconter sur l'inondation de 1907, ou des choses à nous raconter sur les inondations qu'ils ont vécues après. D'accord? On commence par question, une habitante du Garel, une riveraine du Garel, et après, on pose une question au maire, on le sonne derrière. Qui veut commencer? Eh bien, on commence par là-bas. Allez, c'est à toi. On commence. Tu t'adresses à François. Avez-vous déjà vécu une inondation? Oui. En 96, je crois que c'était. 96 ou 97? 97, oui. Quelle responsabilité avez-vous eue lors de cette inondation? En 96, j'étais pas maire. Je ne pensais pas l'être un jour d'ailleurs. Mais par contre, maire, la préfecture l'avertit. Il doit faire évacuer les zones qui risquent d'être inondées. Comment avez-vous vécu cette inondation? Bon, on l'a vécu, nous on n'a pas été inondés dans les maisons, mais il y en a que oui. Il y en a beaucoup même qui ont vécu l'inondation. C'était sur le Garel? Ça remontait jusqu'à l'escalier de mes parents. D'accord. Tu vois où c'est? Elle n'est pas rentrée, mais... L'îlot qui est entre le Garel et la rue d'à côté, c'était une île. Ouais. C'était une île. Il y avait... L'eau passait par la rue, et à la place, partout. Hein. Ah oui. Hein. Et sous le pont, ça faisait un bruit quand ça passait. Comment avez-vous assuré la sécurité des riverains du Garel? Comment dire? Bon, j'étais toujours pas maire, mais en fait, chacun s'est débrouillé par soi-même. C'est un tout petit village. Les gens concernés sont montés au premier étage et ont attendu que la rivière descende. Quels ont été vos premiers réflexes? Déjà, de regarder s'il y avait des personnes en danger quand même, donc dans le village. Voilà. On peut raconter des anecdotes, mesdames. Alors, moi, Françoise a au moins autant de souvenirs que moi. À l'époque, toutes les caves étaient habillées. Il y avait des chevaux, c'était des écuries, c'était pas des caves. Alors, le premier réflexe des gens, c'est d'amener leur mule ou leur cheval en sécurité. En sécurité, ah oui, oui. Ça, c'était le premier réflexe. Il n'y avait que des paysans. Hein. Le premier réflexe, c'était de mettre les chevaux en sécurité. Les animaux en sécurité, oui. Quels sont vos moyens pour prévenir les habitants en cas de crue? Tous les moyens de communication que vous connaissez actuellement. En général, c'est la préfecture ou les agents d'assurance qu'envoient, comme je le disais tout à l'heure, sur les téléphones. Si la zone, pas le village proprement dit, le département passe en alerte orange ou rouge. Avant, non, ils ne préviennent pas. Comment avez-vous vécu la suite de cette inondation? Et comme on a pu,
On a été inondés dans les caves, toujours, mais bon, après on a nettoyé, comme font tous les gens. Là, par contre, c'est surtout peut-être au niveau des élus, parce qu'il y a eu d'énormes dégâts. Et là, il y a eu beaucoup de dossiers à demander pour refaire le goudron et même l'eau, les réseaux d'eau et assainissement avaient été emportés. Moi, je sais que nous, on a eu la cave, moi j'ai eu le congélateur foutu, enfin bon, voilà. Mais sinon, après, en 1907, moi je ne peux pas non plus dire... Une anecdote en 1907, racontée par mes beaux-parents. La maison qu'on appelle la maison Gilbert Martial était isolée. Il y avait la rivière des deux côtés. Alors les gens allaient voir sur le chemin qui montait la Sérade pour leur faire un bonjour, pour voir si tout le monde allait bien. Voilà, parce que le téléphone n'existait pas à cette époque-là. Et après, c'est moi qui suis allée nettoyer. Parce qu'il y avait de l'eau jusque dans les plats, dans le buffet, tout ça. Ils étaient pleins d'eau, pleins de boue. Qu'avez-vous fait pour protéger le village contre les inondations? On ne pouvait pas raser les maisons existantes, donc cela on les a laissées. Il y a un plan qui a été fait par la préfecture, avec les services de la préfecture, par la mairie, pour définir des zones inondables et interdire la construction à ces endroits-là. C'est la seule chose à ma connaissance. S'il y a un plan d'évacuation en cas de grosse catastrophe. Savez-vous ce qu'il s'est passé lors de l'inondation de 1907? Moi je le sais parce que mon grand-père l'avait vécu. Et donc là, c'était quand même grave, parce que c'est monté très haut. Et à ce moment-là, les gens, ils n'étaient pas préparés à ça. Hein. Et donc, si le mur de la Condamine en bas, là-bas, n'avait pas lâché, eh bien, le village serait été plus inondé encore. Mais c'est que le mur a lâché, donc l'eau s'est évacuée. Non, elle est partie à la rivière. Parce qu'il faut savoir que la rivière, quand la rivière vient et que le Garel vient après, ça retient le Garel et il refoule le Garel. En fait, elle empêche le Garel de s'évacuer, de se déverser. Et donc, il remonte dans le village. Y a-t-il eu des réparations liées à cette inondation? Il y a eu des choses de faites qu'on croyait bien faire à cette époque-là, mais je ne suis pas sûr qu'elles aient été faites dans le bon sens. Parce qu'on a bétonné. Tout a été bétonné, le lit du Garel, les rues du village, en gros, des choses comme ça. Le Garel, ça a été une bonne chose, parce qu'il il était comme la rivière, en fait. Les branches se coinçaient moins, peut-être, Voilà. des choses comme ça, je sais pas. Il y a eu des choses de faites, maintenant les avis sont partagés, vous voyez. Ouais. Y a-t-il eu des blessés en 1907? En 1907, ça, je ne pourrais pas te le dire, je ne sais pas. Tu vois. Ça, par contre, je ne sais pas s'il y a eu des blessés. Je ne crois pas, hein. Je ne crois pas. Le bouche à oreille L'aurait dit. ouais, non, mais il n'y a pas eu de mort. Ça aurait été marqué, tu sais, par une plaque ou quelque chose quelque part. Je ne pense pas. Quelle responsabilité avez-vous lors d'un tel événement? La responsabilité, elle est de mettre en sécurité tous ceux qui ont besoin d'être mis en sécurité. Donc il faut qu'on aille très vite quand il arrive quelque chose comme ça. Et donc il faut des documents qui sont déjà établis, qu'on appelle les PCS, plans communaux de sauvegarde, et le DICRIM, et qui va donner aux gens la marche à suivre. Y a-t-il une alarme inondation dans le village? Ça, tout le monde est censé le savoir. Alors, on ne le fait pas sonner souvent. Peut-être qu'il faudrait qu'on le fasse sonner plus souvent. Ici, ça s'appelle le tocsin. Donc, quand vous entendez le tocsin, eh ben, vous savez qu'il y a quelque chose de grave qui se passe. Alors, le tocsin, c'est une façon de faire sonner les cloches de l'église. Nous, il n'y a pas de sirène, il n'y a pas de haut-parleur. Et il faut savoir le sonner parce qu'admettons qu'il y a une grosse crue, parce qu'il y a des orages ou je ne sais pas, il n'y a plus d'électricité. Les cloches, c'est électrique. Eh ben, il faut savoir comment on sonne le tocsin. Je suis déjà allé le sonner, moi. Ouais. À quelle hauteur est monté le Garel depuis 1907? Il n'a jamais battu la crue de 1907. Enfin, de mémoire d'hommes qui ont vécu jusque-là. Après, moi, le plus haut que je l'ai vu, ben, c'est ce qu'on disait, 97. Et le pont qui est devant le bar du château, ben, l'eau arrivait juste, tapait presque sous le tablier du pont. Et c'est pour ça qu'elle passait sur la rue quai du Garel et qu'elle continuait dans la rue du Moulin à Huile. Elle a creusé au bout la rue du Moulin à Huile sur 1,50 m parce que forcément il y avait un virage, donc l'eau elle n'aime pas les virages. Et elle rejoignait le Garel et la Buège au pont de la Condamine. Donc ça, moi, c'est le plus haut que je l'ai vu. Avez-vous eu peur pour les habitants? À l'époque, j'étais pas maire. Aucune peur, rien.
pas un cauchemar. Donc, Aujourd'hui. rien du tout. Ça m'a pas empêché de me balader sur les murs, de rentrer dans le village. Est-ce que le maire de l'époque a eu peur? Je pense qu'il a été inquiet. À l'époque, c'était Joseph Sicard. Puisque quand même, les habitants qui sont, si vous faites attention, rue du Moulin à Huile, que vous prenez la rue du Quai du Garel et que vous prenez la rue du Moulin à Huile, ben là, ils étaient sur une île, quoi. Donc toute la nuit, ils ont entendu les pierres rouler, taper, l'eau passer dans les caves, et pas moyen de les évacuer parce que l'eau passait très très vite. Donc je pense que le maire de l'époque a moins bien dormi que ce que moi j'ai dormi ce jour-là. Mais c'est quoi la hauteur moyenne de l'Hérault? Quand il a été le plus haut, ça a été quoi sa hauteur moyenne? C'est difficile d'avoir une moyenne de quelle hauteur il peut avoir en inondation. Mais ce qu'on sait, c'est qu'en tout cas, ça peut monter très très vite. Que ce soit l'Hérault ou même ses affluents, notamment la Bège ou d'autres affluents aussi qu'on a sur le secteur. On peut avoir parfois ils peuvent monter de plusieurs mètres en l'espace de 1 heure peut-être. Puis hop, il va redescendre aussi vite. On appelle ça s'appelle des crues éclairs. C'est quel fleuve ou quelle rivière qui a inondé Saint-Martin? Alors ça, c'est une très bonne question parce qu'à Saint-Martin-de-Landres, la particularité, c'est que ce n'est pas la rivière qui a inondé le village, c'est la pluie. C'est l'eau de pluie. En fait, il a plu tellement fort ce jour-là, tout est tombé sur les hauteurs du village et la pluie est descendue par la rue, par les trottoirs, par les jardins. La pluie est descendue et elle est arrivée en bas du village, sur la place. Vous êtes tous allés à Saint-Martin-de-Landres, vous connaissez la place du village. Vous avez peut-être vu des photos de la place lorsqu'elle était inondée. On voyait même une voiture sur une vidéo qui se déplaçait. Eh bien, c'est uniquement de la pluie. C'est pas la rivière qui est venue inonder ce jour-là. Donc ça, c'est un phénomène qui s'appelle du ruissellement. Et c'est quelque chose qui est aussi très important. Parce que c'est vrai que quand on pense inondation, on imagine de suite que c'est la rivière qui monte, mais pas forcément. On peut avoir aussi de l'inondation par ruissellement. Quelle a été la hauteur de l'inondation de Saint-Martin? Alors, à Saint-Martin-de-Landres, si un jour vous y allez, vous regarderez sur la place, à côté de la boulangerie, j'ai posé un repère de crues, les mêmes que ceux qu'on vient de voir tout à l'heure. Et alors, j'en ai posé un qui est à 90 cm par rapport à la route. Tout à l'heure, on est allé voir des repères de crues. Ça, c'est une action qu'on mène dans le cadre du PAPI. C'est une action qu'on appelle de culture du risque. Culture du risque, ça veut dire apprendre à vivre avec le risque, à se souvenir qu'il est présent et à pouvoir derrière avoir les bons comportements. Donc de se mettre en sécurité, comme on disait tout à l'heure. Parce qu'on a dit quel était le plus gros risque quand il y avait une inondation, quel était la plupart du temps les soucis qui arrivaient aux personnes. Quand les gens veulent sauver leur voiture ou quand les parents veulent aller chercher leurs enfants à l'école. Alors que quand c'est une alerte rouge, on doit vous garder au sein des établissements. Vous êtes en sécurité, surtout nous à l'école, là on ne risque pas d'inondation et on est bien perché, on ne risque rien. Et par contre, les gens qui prennent leur voiture, on a vu, Thierry nous a dit l'autre jour, à partir de combien de centimètres une voiture se comporte comme un bateau? 30 cm. 30 cm. 30 cm, c'est pas énorme. Hein. Donc vous participez aussi à ce genre de prévention pour avoir, comme on disait tout à l'heure, la culture du risque. Et savoir avoir les bons gestes quand il faut avoir les bons gestes. Est-ce que quand tu veux sauver ta voiture ou quoi, il y a des gens qui s'en sortent vivants ou à chaque fois Et oui, parce qu'une fois que ta voiture est prise par les eaux, elle est incontrôlable. Et donc je crois que dernièrement, il y a des personnes qui sont décidées, alors que tentent de sauver leur voiture. La voiture, il y a des assurances, c'est pas grave. Mais la vie, il n'y a pas beaucoup d'assurances qui vous la remplacent. Le podcast que vous venez d'écouter a été réalisé par la communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup, plus particulièrement par Thierry Alignan et moi-même, Sophie Muckensturm. Merci à Florent Dupuis pour son appui technique lors de la réalisation de ce podcast. Et bien sûr, un grand merci aux élèves de l'école de Saint-Jean-de-Buège. Merci pour votre investissement et pour votre participation, pour le plaisir que vous avez pris aussi sur le terrain. Nous aussi, on a pris beaucoup de plaisir. Et merci à vous de nous avoir écoutés.